continuer à présenter le programme de la journée. Nous aurons une présentation de la Banque centrale sur le rôle de la BRH dans le financement de l'agritourisme. Ensuite, il y aura une présentation de l'APB sur la situation au niveau du système bancaire haïtien. Et nous allons enchaîner sur un panel avec des différents responsables commerciaux des banques. Voilà, sans plus tarder, donc j'annonce monsieur Jean-Baden Dubois, le gouverneur de la Banque centrale, donc, qui va nous présenter un petit peu le rôle de la BRH dans le financement de l'agritourisme. Sous vos applaudissements. Aujourd'hui, nous assistons à un sommet sur l'agritourisme. Il y a beaucoup de personnes qui disent que pourquoi toujours des sommets, et qu'est-ce qu'on fait de ces sommets? Et je crois que la réponse est simple. Nous faisons du sommet ce que nous voulons faire vraiment du sommet. Ce que nous voulons. Financer l'agritourisme, quel est le rôle de la Banque centrale? Nous savons tous que le rôle principal, l'un des rôles principaux de la Banque centrale, c'est de faire de la politique monétaire. Mais comment faire de la politique monétaire sans rester sensible aux effets macroéconomiques induits sur les différents secteurs, ainsi que les effets des chocs monétaires sur l'activité de ces secteurs? Une politique de taux d'intérêt aveugle ou une politique de taux d'intérêt bas a fait augmenter nos importations de manière exponentielle de pratiquement 2010 à 2014. Mais quels ont été les effets sur le secteur des transports, sur le secteur de l'énergie, sur les infrastructures, sur le tourisme, sur l'agriculture? Difficile à dire, difficile de faire un constat vraiment positif. Cela suppose donc que parallèlement à la politique monétaire, les autres politiques doivent être clairement définies et mises en place. Et c'est cet arbitrage permanent que le banquier central en Haïti est obligé de faire, quand bien même que toutes les conditions ne sont pas encore réunies. Dans un environnement marqué par des incertitudes et des chocs internes et externes, il est particulièrement difficile de concilier les objectifs de croissance à long terme et les déséquilibres à court terme. En 2019, les défis sont de taille. Combler le déficit de croissance accumulé depuis près de 40 ans. Les déséquilibres internes et externes que reflètent nos fondamentaux ne font que nous écarter du sentier de croissance durable et soutenue. Nous nous écartons de manière systématique du sentier de la croissance durable et nous continuons d'accumuler des déséquilibres internes et externes, comme le reflètent les chiffres macroéconomiques. Et les effets de ces déséquilibres sont la paupérisation. Tous ceux qui sont dans le milieu rural laissent le milieu rural pour aller dans les villes. Et si on ne peut trouver satisfaction dans les villes, on va dans la capitale. Et à la capitale, quand on voit que ce n'est pas encore mieux, on laisse le pays. Dans mon discours de mardi soir, j'avais dit, en fait, il y a un défi important à relever, c'est renverser la paupérisation. Et je suis convaincu que l'agritourisme est un facteur extrêmement important dans le renversement de cette situation. Et de ce fait, compte tenu de leur grande transversalité et des spécificités de notre système de production, un secteur agricole dynamique et une industrie touristique florissante constituent les éléments clés de politique publique pour contrer la paupérisation, notamment dans le milieu rural. Et la problématique de la politique monétaire et son cadre de mise en œuvre n'a pas changé. Et en dépit des contraintes liées à la maîtrise de la liquidité induite par des chocs internes ou externes qui ont affecté l'économie, la politique monétaire a eu une posture relativement accommodante, ou du moins un petit peu plus restrictive qu'accommodante. Nous avons maintenu essentiellement les taux d'intérêt quasi inchangés en termes nominaux, malgré une progression du taux d'inflation, d'où des taux d'intérêt réels négatifs. Cette posture
s'est accompagné de mesures de stabilisation dans le souci de réduire l'instabilité du marché d'échange, en limitant la volatilité du taux dont les répercussions sur l'évolution des prix à la consommation se reflètent souvent sans retard. Les effets macroéconomiques d'une politique monétaire, quand on regarde en fait la politique monétaire restrictive que nous avons été obligés de mener, compte tenu de la quantité de liquidité qui se trouvait dans le système, et cette quantité de liquidité courait tout simplement après les dollars. Et j'ai bien aimé en fait la phrase du gouverneur Charles Castel: il faut combattre les dollars par des dollars. Il faut pouvoir exporter pour avoir ces dollars, et nous faisons tout simplement le contraire. Nous importons pratiquement tout ce que nous consommons. Et quand on a eu une politique monétaire beaucoup plutôt expansionniste, où les taux d'intérêt étaient très bas, si on se souvient en 2011, fin 2010-2011, on avait des taux d'intérêt en good dans les banques commerciales qui avoisinaient les 5-6%. Et malheureusement, l'effet que ça aurait dû avoir sur le capital pour aller investir dans les infrastructures productives n'a pas eu lieu. Les gens, tout simplement, avec un taux d'intérêt beaucoup plus bas, ont tout simplement, ça a exacerbé en fait la consommation des ménages, et le volume des importations a augmenté. Et nous sommes passés pratiquement de 2008, où nous avions une importation qui était aux environs de 2,8 milliards de dollars, à pratiquement 3,6, et ensuite pour arriver à 4 milliards, et aujourd'hui nous sommes déjà à 5,6 milliards de dollars. Tandis que les exportations sont restées pratiquement en dessous de 1 milliard de dollars. Bon, cette année, c'est un petit peu plus. Ce qui fait un gap extraordinaire à combler, et sans compter, bien sûr, et ce n'est pas le moindre élément, le financement monétaire qui met de la liquidité sur le marché, et qu'il faut que la BRH arrive à assécher cette liquidité pour éviter le pire sur le marché d'échange. Et toute une panoplie de mesures ont été prises par la BRH pour assécher cette liquidité. L'augmentation des taux de réserve obligatoires, la modification du mode de constitution des réserves sur les passifs en gold, qui sont passés à 7,5% et 92,5% en août dernier. Des interventions sur le marché d'échange. Entre octobre 2018 et aujourd'hui, la Banque centrale a déjà intervenu sur le marché pour près de 80 millions de dollars. Les opérations de swap que nous avons faites avec plusieurs banques, et bien sûr des circulaires relatives à la position de change. Cependant, malgré cette posture restrictive, où les taux d'intérêt deviennent en fait, le coût de l'argent devient beaucoup plus cher, ce qui fait que dans la littérature, la théorie économique, on sait que les taux d'intérêt élevés, ne facilitent pas la croissance. Mais cependant, nous avons quand même un cas spécial, ce n'est pas exactement un cas livré, ce que nous avons en Haïti, où tous les autres secteurs sont en train de remplir leur rôle correctement. À ce moment-là, à la BRH, nous nous sommes dit, malgré cette politique monétaire restrictive, nous allons réorienter le crédit vers des secteurs productifs. Et c'est là l'origine des programmes pour croissance. Et pour sauvegarder le potentiel de croissance de l'économie, la BRH a adopté des mesures d'orientation de la liquidité vers ces secteurs. Ces secteurs sont l'agriculture, l'hôtellerie et le tourisme, logement résidentiel, logement commercial. Tous ces programmes sont listés sur le site de la BRH. Malheureusement, les acteurs, peut-être problèmes de communication auxquels nous essayons de pallier, les acteurs ne sont pas trop imbus de ces programmes et les institutions commerciales, malheureusement, ne font pas la publicité adéquate envers leurs clients pour les intéresser
à ce programme. Nous comprenons l'arbitrage qui est obligé d'être fait au niveau de l'institution financière ou de l'institution bancaire, l'arbitrage qui doit être fait entre l'utilisation de ses ressources propres et l'utilisation du programme pour croissance de la BRH. Cependant, je pense qu'ensemble, nous pouvons trouver un juste milieu et atteindre l'objectif qui est commun à nous tous, c'est la croissance économique de ce pays. Et ceci est fondamental. Nous pouvons dire que la stabilisation macroéconomique a permis de limiter les dérapages inflationnistes. Mais les effets positifs sur la croissance économique n'ont pas été suffisants. Il est vrai que l'économie haïtienne s'est trouvée coincée dans une trappe à la croissance faible et erratique qui a renforcé les déséquilibres au niveau social, économique et environnemental. L'agritourisme peut vraiment jouer le rôle de locomotive pour tirer la croissance, car ce secteur se prête au développement d'un écosystème dont les éléments se déclinent aisément. Un domaine de production diversifié, un potentiel important de demande locale et internationale, un espace privilégié qui donne contenu à un label territorial, qui est le milieu rural. La création soutenue de valeurs marchandes, en un mot, une dynamique de plus en plus large de porter les germes d'une croissance endogène et moins vulnérable aux chocs externes. Il convient donc de redéfinir les conditions de production agricole tout en favorisant la création des liens de synergie avec le secteur touristique pour permettre à cette combinaison de jouer son rôle de moteur de croissance, étant donné son importance dans la formation du PIB, ceci dans un contexte d'articulation de politique publique. Et pour finir, vraiment, comme je l'ai dit au début, c'est 27 500 km², 11 millions d'habitants. Mais il est important que nous ayons un nouveau branding pour Haïti. Aujourd'hui, le branding que nous avons pour Haïti, vous les connaissez. C'est Boat People, Pays Loc, il y en a tellement. Manifestation. Ce nouveau branding, je rêve du jour où l'on aura un nouveau branding pour Haïti, où quand on va parler d'Haïti, quand on dit Haïti, on pense tout simplement à produits biologiques. Il faudrait qu'on puisse penser, quand on dit Haïti, agriculture biologique, produits biologiques. C'est ce branding que l'on voudrait entendre. Et tourisme culturel. C'est malheureusement une opportunité qui est complètement inexploitée en Haïti, le tourisme culturel. Il n'y a absolument aucune raison whatsoever pourquoi tous les Noirs ne devaient pas faire une visite de pèlerinage en Haïti. Tous les amants de l'égalité des races, de la liberté, devraient venir en Haïti. Et tous les Africains, ils le disent tellement que je suis obligé de le répéter, que Haïti reste modèle pour eux. Donc, juste imaginons un instant que nous ayons un palais des héros de l'indépendance, au Gonaïve, où l'on a les 3 ronds forts. Je ne vais pas la citer. Ceux qui sont de la zone les connaissent, les 3 ronds forts, qui ont permis d'avoir l'indépendance. Un palais pour les héros de l'indépendance, où chaque Haïtien aurait la possibilité d'aller visiter et d'apprendre à connaître ces héros de l'indépendance. Vous imaginez déjà ce que ça fait au niveau du tourisme local. Vous imaginez ce que ça fait au niveau du tourisme local si tout Africain estimait que ce serait un devoir de venir en Haïti pour visiter ce palais des héros. Ces gens venus d'Afrique qui se sont battus avec la plus grande armée de cette époque pour garder leur indépendance et dire au monde, non, nous ne sommes pas nés pour être esclaves. Juste imaginons un instant que ce nouveau branding devient le branding d'Haïti et que quand on parle d'Haïti, on voit tout simplement agriculture bio et
de liberté. Sur ce, il ne me reste qu'à vous dire merci et à vous souhaiter une excellente journée, mesdames et messieurs. Mettez pour mettre, bipiti 50 000 gouttes. 7%. À bon petit temps, ou bénéficier 7% obligé. Allez, oh, Carole, sans régler comme ça même, pas voir du tout. Ah, activité fait pas temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH moyen. On entend parler de obligation BRH. Qui s'allie même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Dès pour petit 50 000 gouttes, ou qu'à mettre dans l'obligation BRH, cap rapporte 7% intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année? Ça bon net, oui. Et puis son petit dollar, m'ta pas lâché pour me serrer, oui, Fanny. Ah, pas jouer nos ma chère. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit plus sous 7% là. Qui donc, pas de perdu nos ma chère. D'ailleurs, c'est renouvelé l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis qui côté exactement m'a besoin de produit ça? Ou a besoin dans toute banque yo, à toute coopérative qui dans fédération yo, à dans l'autre institution financière yo. Eh bien, avec obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou fin parler Carole, malé. Kounia, gen plus avantage toujours l'entrée dans l'obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si vous faites une année dans l'obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettre. Les campés à côté, la défense intérêt, la fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bar performance, ou satisfait sans mode, lorsque client Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Nous allons poursuivre avec le programme, avec une présentation de la situation au niveau du système bancaire haïtien par M. Franck Mk, qui est le directeur général de la Unibank et le président de l'Association professionnelle des banques, l'APB. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. D'abord, félicitations à la BRH, à la BNC. 40 ans, c'est un milestone concret, sérieux. Aussi 25 ans, groupe Croissance, toutes mes félicitations. Donc là, je vais entrer d'emblée dans ma présentation. Donc on va parler du secteur bancaire, un survol, voir les menaces, les contraintes et les perspectives. Donc le secteur bancaire dessert environ 40% de la population active. Elle est en progression, vous voyez, depuis 2014, 1 850 000. On est rendu actuellement à 2 212 000. Population moyenne d'environ 11 millions. Active, grosso modo, la moitié, 6,5 millions. Donc on voit qu'on est proche. 40%, c'est pas une grande pénétration, mais c'est quand même assez... on est nettement au-dessus des 10% qui existaient il y a quelques dizaines d'années. Les points de service du secteur bancaire. Actuellement, le secteur représente environ 182 succursales, environ 157 ATM, des agents bancaires représentent 400. Alors, les variations, vous voyez, les succursales, il y en a eu 7 en plus. Nombre d'ATM, diminution. Les ATM ont pris des chocs. On parlait de chocs externes ou de chocs internes, le gouverneur, mais a pris des chocs à cause de manifestations et tout. Donc, il y en a qui ont dû être inopérants. Et les agents bancaires ont baissé, mais je pense que c'est surtout des agents bancaires inactifs. Alors, quand on parle d'agents bancaires, on parle des agents bancaires autorisés par la Banque centrale, qui travaillent suivant la réglementation de la Banque centrale. Donc, et ces agents bancaires fournissent des services de banque suivant un cadre bien déterminé.
Je pense que ça a été une très bonne chose. Ça montre que dès qu'il y a une réglementation qui se met en place, et ça donne des opportunités aussi au secteur bancaire, au secteur privé en général. Le nombre d'emplois du secteur bancaire n'a pas une grande progression. Bon, on essaie d'optimiser les ressources qu'on a, puisqu'on n'est pas vraiment en pleine croissance, si on peut dire ainsi. D'ailleurs, le gouverneur a donné une idée du taux de croissance, on va voir ça tout à l'heure. On tourne autour de 1,5%. Donc, le secteur bancaire actuellement représente 4 786 employés directs. Employés directs hors, je suppose, hors les contractuels et hors les employés indirects. Le secteur contribue à capter l'épargne nationale. Ici, je représente les dépôts totaux. En milliards de gourdes, en rouge, c'est le dépôt totaux, et en vert, c'est l'équivalent gourde des dépôts dollars, et en orange, c'est les dépôts en gourdes, proprement dit. Donc, grosso modo, 267. On va voir tout à l'heure la proportion, ce que ça représente gourdes et dollars, dans l'ensemble, voilà, ce qu'on appelle la dollarisation. Donc, il y a une baisse de la dollarisation d'une année à l'autre. Je pense que c'est surtout la composante des dollars qui a diminué. Est-ce qu'il y a eu des dollars à aller vers l'extérieur? C'est ce qui explique cette diminution. Donc, en fait, ça tourne autour, en réalité, vous voyez, les 3 dernières années, autour de 62%. La composition des dépôts gourdes, là, ce que je montre, c'est donc les 103 milliards de gourdes de dépôts. La composition, essentiellement, c'est les 3 types de comptes. Les comptes courants, 47 milliards. Les dépôts d'épargne, 34 milliards, 77, et les dépôts à terme. Donc la composition est restée pratiquement la même, si on regarde en proportion au cours des 4-5 dernières années. Pour les dépôts dollars, justement, je parlais tout à l'heure qu'il y a une baisse dans les dépôts. Alors là, je montre, ici, ça c'est les dépôts en dollars, hein. Donc ce n'est pas l'équivalent gourde. Actuellement, alors quand je dis actuellement, ici on est à 2018, c'est-à-dire au 30 septembre, 2 344 avec compte courant représente 1 milliard et le reste, vous voyez, 686 et 627 respectivement pour les comptes d'épargne et les dépôts à terme. Et le secteur bancaire finance l'économie. Là, on veut montrer le niveau, le crédit. On semble voir une croissance, on est à 104 milliards, 56, avec la composante gourde cette fois-ci qui est plus élevée, 56 milliards, et la composante dollar, 47 milliards. Alors on voit une croissance, mais alors, quand on regarde la croissance, en réalité, la croissance n'est pas réelle. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai converti en valeur réelle les prêts en équivalent dollar pour voir la croissance d'une année à l'autre. Regardez, 2014, il y avait une croissance de 5,4, 2015, moins 14, diminution en termes réels, diminution aussi en 2016, augmentation de 12,5 et 4,4% l'année dernière. Ce n'est pas une grande croissance. La croissance, le taux de croissance, 1,5, c'est vrai, le taux de croissance de l'économie, mais l'inflation quand même tourne, on va voir ça tout à l'heure, autour de 15% et en glissement annuel actuellement on est à 17%. Voilà, là c'est la répartition des prêts par secteur d'activité. Il y a un discrepancy là qu'on n'a pas pu résoudre, et 112 milliards versus les 103 milliards, il semble qu'il y a un problème dans les rapports, donc en tout cas, mais de toute façon les proportions vont rester les mêmes, donc grosso modo c'est 27% de financement au commerce en gros et en détail, le gouverneur en parlait tout à l'heure. Et l'immobilier résidentiel commercial représente quand même 22%. L'industrie, c'est pas énorme, 13%. Le bâtiment quand même 7,9%. Et le reste, prêts aux particuliers, 10%. Prêts aux particuliers, bien sûr, c'est les prêts à la consommation, c'est les prêts personnels, etc. Donc là, ça vous donne, disons très rapidement, d'un coup d'œil, comment est diversifié et les prêts dans les différents secteurs d'activité. Donc maintenant, la répartition, les ratios des prêts sur dépôt. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au niveau des gourdes, ce ratio en orange tourne autour de 52-53, actuellement de 54,8%. C'est-à-dire au niveau des prêts, on consomme, côte and côte, 54% des dépôts, et en dollars,
vous voyez que ça tourne autour de 30% et c'est une légère baisse cette année. C'est-à-dire qu'en fait, on finance davantage en gourde qu'en dollars. Je viens d'en parler, la croissance annuelle des prêts. Maintenant, le nombre de comptes. Alors, et ça, c'est la réalité de l'économie aussi. Regardez le nombre de comptes. On est en milliers. Hein. Actuellement, on est à 2 212 000 comptes de dépôt versus 128 000 comptes de prêts. Bon, c'est la réalité. Les comptes de prêts, c'est bien sûr et les comptes bancaires, et les cartes de crédit, etc. Il y a beaucoup de chemin à faire. Et je sais que différentes banques font des efforts en ce sens, mais there is a big gap. Il y a un big gap qui doit être rempli. On n'atteindra jamais le 100%, mais quand même. Alors maintenant, le taux des prêts improductifs, NPI, non productif d'intérêt, c'est quand même un taux, je dirais, raisonnable pour tout le secteur. Il y a eu un pic de 3,9, malgré tout, c'était pas si élevé que ça. Ça tourne autour de 2,5% actuellement. Donc on peut dire que de ce point de vue-là, allons dire que la qualité du portefeuille est, disons, globalement saine. Et aussi la provision et ce qu'il faut pour couvrir ces NPI, donc ces prêts improductifs, représente actuellement, tourne autour de 90, bon actuellement c'est 87,9%, 88%, ce qui est quand même raisonnable. Bien sûr, on aime bien avoir 100%. Quand on a 100%, on peut dire qu'on est bien assis. Mais on n'est pas dans une situation où on serait moins que 50%. Donc on peut dire, dans l'ensemble, le portefeuille est de qualité et est bon provisionné. Donc là, c'est le fonds propre du secteur. On est en milliards de gourdes et on est en pleine croissance, mais malheureusement, j'aurais dû mettre ça en dollars et c'est maintenant que je me rends compte. Donc on est à 29 milliards. Et il n'y a pas une grande croissance malgré, si on regarde de 2017 à 2018, si on doit ramener ça en dollars réels. Donc, mais quand même, ça donne une idée des fonds propres. Les fonds propres, c'est-à-dire l'avoir des actionnaires actuellement. Là, ce que j'ai voulu montrer, c'est le ratio des prêts bruts sur les fonds propres, qui tourne, c'est-à-dire c'est 4 fois. C'est-à-dire que les prêts bruts représentent actuellement 3,57 fois les fonds propres. C'est-à-dire, en réalité, c'est moins que 10. Au-delà de 10, on commence à être inquiet. Et quand il y a eu la crise, ça a dépassé, quand je parle de la crise aux États-Unis, ça a dépassé 30, 40 jusqu'à 50. Donc là, on devient inquiet. Donc là, il n'y a pas vraiment de sujet d'inquiétude, si je peux dire ainsi. Ratio de suffisance de fonds propres, donc c'est les actifs sur les fonds propres. Ça, c'est la circulaire 88 de la BRH qui gère ça pour nous. Vous savez que le système bancaire est très régulé, si je peux dire ainsi, très réglementé. Il y a un tas de circulaires qui définissent les conditions dans lesquelles les banques doivent opérer. Là, c'est une des circulaires qu'on appelle la circulaire 88, ratio de suffisance des fonds propres, où 20 est la limite maximale, c'est-à-dire que les actifs ou les fonds propres ne devraient pas dépasser 20. Et comme vous voyez, le secteur est en deçà de 12, on parle de 11 et nettement en deçà de 20, bien entendu. Donc, on peut dire que de ce point de vue-là, il n'y a aucune inquiétude aussi. Et aussi, là, on parle des ratios des fonds propres sur les actifs à risque. On peut dire, c'est comme le ratio Cook, enfin bon, pour ceux qui le savent, c'est la limite minimale actuellement a été fixée à de 12%, dans d'autres pays c'est 10%. Nous, on fait beaucoup mieux que ça dans le système. Vous voyez, on tourne autour de 20, 25 jusqu'à 23% actuellement. Donc, on peut dire que le ratio des fonds propres sur les actifs à risque est très confortable. Tout ça, ce sont des éléments que je veux vous montrer un petit peu la solidité du système bancaire d'une manière générale. Bien sûr, et on parle d'une manière générale. Donc ça, c'est le ratio des impros, ce qu'on appelle les NPI encore, j'en ai parlé, sur les fonds propres. Ça ne représente actuellement que 9% des fonds propres pour le système. Donc, il n'y a absolument aucun élément d'inquiétude. Et finalement, le secteur qui a eu un pic à un certain moment les 2 dernières années, mais qui a terminé globalement avec un return on equity de 18%, qui est vraiment un return, disons, plus que raisonnable, plus que confortable. Voilà. Donc là, j'ai fait un tour d'horizon un petit peu autour ce survol, mais vraiment beaucoup de chiffres, je m'excuse, mais quand on est banquier, c'est difficile de s'en défaire, de s'en départir. Et donc, il vous montre, je dirais, la solidité du système bancaire d'une manière générale. Maintenant, on va voir est-ce que c'est beau, est-ce que finalement, tout ça, c'est un fleuve tranquille pour les banques. On vogue, ça y est, on fait de l'argent. Ben non, on va voir qu'on travaille dans un environnement quand même
assez difficile. Donc, voilà, là, je vous montre donc les chiffres sous forme de tableau. On résume rapidement. Donc, on montre le taux de croissance du PIB. Et tout à l'heure, le gouverneur en a parlé. On a parlé de 0,49%, si je ne m'abuse, sur les quasiment 40 dernières années. Vous regardez les 4 dernières années, les 5 dernières années, vraiment, on fait absolument, le taux de croissance est, allons dire, quasiment minable. Maintenant, ce qui se passe, c'est que, vous savez, pour doubler le PIB, et il faut, en 7 ans, on double, pardon, en 10 ans, je m'excuse, en 7 ans, on double le PIB. Donc, en réalité, si la croissance est de 10%, on double en 7 ans. Si la croissance est de 10% annuel, on double en 7 ans. Et si la croissance est de 7%, on double en 10 ans. Bon, bref, c'est une façon de dire qu'avec un digit, avec entre 7 et 10%, on peut doubler le PIB en 10 ans, globalement. Donc, c'est quand même alors là, 1,5%, bon, je vous laisse faire les calculs. Pour ceux qui ont, là, on n'y arrive pas. Donc, il faut définir d'autres, il faut changer de paradigme. La dette externe, qui est de 2 milliards 122, elle n'est pas de 4 milliards, elle est de 2 milliards 122. Il y a Petro-Caribé, il y en a d'autres dettes aussi, donc 2 milliards 122. Le taux d'inflation moyenne, ça c'est un glissement annuel. C'est un glissement annuel, c'est-à-dire qu'au 30 septembre 2018, un glissement annuel c'était de 14,6. En revanche, quand on fait la moyenne, c'est-à-dire la moyenne mensuelle, la moyenne sur 12 mois, elle est en 2018 de 13,6. Le taux de change, bon, on subit ça, on voit qu'une dévaluation. Regardez, la variation de la gourde sur l'année 18 a été de 11,6%. Je parle de 30 septembre 17 au 30 septembre 18, qui était de 11,6%. Les réserves nettes de change, qui sont, je dirais, 777 millions actuellement de dollars, elles sont en baisse, ça fluctue autour de 750, ça remonte, ça descend. Et on est loin du milliard. Je dirais que ce n'est pas inquiétant pour le moment, mais disons que vraisemblablement la Banque centrale gère ses réserves de change avec parcimonie. Le gouverneur parlait tout à l'heure des importations qui augmentent d'une manière importante. 2018, 4 milliards 484 dollars. Il semble que les chiffres encore augmentent davantage. On parle de 5 milliards. Et les exportations qui est aussi autour de 1 milliard. Et 1 milliard au cours de l'année, très peu d'augmentation au cours des 3-4 dernières années, comme vous le voyez. Les transferts de la diaspora, je vais en parler tout à l'heure, qui augmentent, heureusement, si je peux dire ainsi. Ils ont permis aussi de financer les importations, mais ça a permis aussi de quand même de contribuer quelque part au développement du pays. Les dons, 386 millions, et les investissements directs étrangers, qui sont en baisse, sauf une année exceptionnelle l'année dernière, 375, mais autrement, ça tourne autour de 100 millions, ce qui n'est, disons, qui n'est pas substantiel, si je peux dire ainsi. Alors, là, je parle maintenant, ça c'est ce qu'on appelle le résumé des opérations financières de l'État. C'est au niveau du ministère des Finances. C'est une compilation que j'ai faite, qu'on a fait au niveau BRH et le Fonds monétaire, le ministère des Finances et l'Institut haïtien de statistique. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les recettes courantes ont augmenté de 6% d'une année à l'autre. On est en gourde. On est à 79 milliards de gourdes l'année dernière, au 30 septembre. Et rappelez-vous que l'inflation était de 13-14%, donc on est moins que l'inflation. Les recettes douanières, 22 milliards, 4% à peine. Et donc c'est quand même, c'est pas de grande performance, mais on sait que le pays avait vécu, déjà il y a eu tous les événements de juillet et tout, disons que ça a provoqué des chocs, je dirais, dans l'économie. Les dépenses, en revanche, on va en parler aussi, ont cru. Ont cru 87 milliards. Et je vous laisse lire la composante des dépenses courantes et des dépenses d'investissement. Et on aboutit, après le solde sur engagement de 8 milliards et ce qu'on appelle les ajustements, les chèques en circulation et tout, avec un solde base caisse de 20 milliards, 20,9 à comparer au milliard positif de l'année dernière. Donc, je répète, donc le solde global qui est de
20 milliards négatifs. Comment on a financé ça? Parce que c'est ça qui est important. Comment on finance ça? Parce qu'on aurait pu financer ça de différentes façons. Au niveau externe, il y a eu beaucoup plus des amortissements. Donc en réalité, au contraire, on a dû repayer, on a dû débourser davantage. Et au niveau du financement interne, c'est essentiellement, il y a eu une émission de bons du Trésor pour 3 milliards et des amortissements de la dette, des obligations à long terme qui représentent 4 milliards et la BRH qui a financé ce qu'on appelle la monétisation du déficit public qui est de 24 milliards, le fameux 24.1 qu'on retrouve ici dans ce tableau. Ça peut paraître compliqué, je m'excuse, mais c'est la seule façon de faire ressortir d'une manière technique ce chiffre-là. Donc, les 24 milliards représentent ce qu'on appelle le financement monétaire de la Banque centrale. Oui, donc maintenant, on va voir les impacts donc, de cette politique économique et fiscale sur le secteur. Alors, et ce déficit record du gouvernement, donc de 24 milliards, qui a impliqué une création monétaire de 24,1 milliards de gourdes, eh bien ça, on l'a vu au niveau de la dépréciation de la gourde. Vous voyez qu'il est passé en octobre alors j'ai mis là de 2017 à février 2019. Vous voyez de 62,94 et on termine avec 82,02. Sur 12 mois, quand on compare février 2019 et février 2018, 64,11 et 82,02, une perte de 28% de sa valeur sur 12 mois. Donc, et ça crée quoi? Ben, ça crée une pression inflationniste, une érosion du pouvoir d'achat de la population. Et cette pression inflationniste s'est traduite comment? Ben, vous voyez, en février 2018, on était à 11% et en glissement annuel. Et actuellement, le dernier chiffre en date, février 2019, on est à 17% d'inflation. Tout ça, bien sûr, c'est la conséquence de cet afflux de liquidités dont parlait d'ailleurs le gouverneur tout à l'heure, et on le retrouve ici. Next. Donc la Banque centrale a dû réagir en augmentant les taux. C'est-à-dire c'est les taux de réserve obligatoires sur les passifs gourdes et dollars. Tout ça pour assécher les liquidités gourdes. Et en décembre 2018, il y en a une. Alors, quand je mets 45%, c'est 45% de réserve obligatoire. C'est-à-dire qu'il y a 45% qui vont, des dépôts qui vont, les passifs, mais en particulier les dépôts qui vont à la Banque centrale. Et les passifs USD, les taux de réserve obligatoire sont passés à 49,5%, donc 10% de ceux-ci qu'on doit constituer en gourde. Je vais donner un exemple tout à l'heure. Février 2019, on augmente la pression. Les passifs en gourde restent à 45%, mais en USD, on augmente à 51%. Mais on va voir qu'en réalité, c'est les gourdes vraiment qui ont augmenté aussi. Donc les banques sont donc en situation de déficit de réserve obligatoire, ou en difficulté, je dirais, de réserve obligatoire. Parce que à chaque fois qu'on assèche, ben, on éponge les liquidités. Donc à ce moment, il y a une hausse du coût du crédit et aussi une contraction du crédit. Par conséquent, une baisse de l'investissement privé, une baisse du taux de croissance qu'on observe aussi. Et on est en situation d'économie, ce n'est pas par hasard, de stagnation et ce qu'on appellerait underperforming economy. Governments never learn, only people learn. Ça, c'est une petite pensée de Milton Friedman. Voilà, donc je traduis ceci avec cette courbe qui vous montre comment l'inflation devient galopante. Heureusement, bon, et disons, on est à 2 digits maintenant au niveau inflation depuis 4 ans, depuis 4-5 ans. Et donc, on est 17%, et vous voyez le taux de change qui grimpe, qui est donc autour de 82,02. On est en février 2019, hein, donc il faudrait que je mette à jour mes slides. Alors, et le gouverneur en parlait tout à l'heure, une politique monétaire restrictive, et moi je rajoute pénalisante. Alors, je vais expliquer. Bien sûr, on est banque, dès qu'on nous restreint, il faut qu'on crie. Donc, et la politique est restrictive. Je parlais des taux exagérément élevés. 45% de réserve obligatoire. Bon, dans la Caraïbe, ça n'existe pas. J'ai cherché dans d'autres pays, je ne trouve pas de taux pareil.
51%, dont 12,5% en gourde. Un impact important sur la liquidité. Alors là, j'ai pris un exemple. J'ai pris un exemple sur le système bancaire qui rapproche un petit peu ce qu'on a actuellement. Je parle donc des dépôts, grosso modo, 100 milliards de gourdes et 2 milliards de dépôts dollars. On va voir ce qui se passe. 2 milliards de dépôts dollars, 2 milliards de dollars, pardon, de dépôts dollars, ça représente 170 milliards de gourdes au taux de change de 85. Rappelez-vous le taux de change 85. Donc les réserves obligatoires en gourdes représentent, c'est 45% de 100 milliards, puisque ça représente la masse des dépôts gourdes actuellement dans le système, approximativement. Hein. Donc ce qui représente 45 milliards de réserves obligatoires. Et pour les dépôts dollars, je regarde la composante gourde, j'oublie la composante dollar, c'est 51% de 12,5%. Bon, faites-moi grâce, vous pouvez faire confiance pour le calcul, ce qui représente 10,8 milliards de gourdes. Donc en fait, les taux de réserve obligatoires sur les gourdes passent de 45 milliards de gourdes à 55,8 milliards de gourdes. Qu'est-ce qui se passe avec le fait qu'on n'ait pas, le fait qu'on n'ait pas mis justement les réserves, ce qu'on réclame depuis longtemps, monnaie sur monnaie, eh bien avec cette composante gourde dans les taux de réserve obligatoires, eh bien ça crée une pression indue sur les ressources en gourde. Donc, quelque part, on est en train de me dire, attention, vous avez trop de dépôts dollars, vous allez être pénalisé. Je pense que le message n'est pas bon, le message n'est pas clair, et ce sont des signaux qui perturbent, je dirais, la visibilité sur le moyen terme. Donc, en réalité, il y a eu 24% de plus de réserves en gourdes dans les conditions actuelles que j'ai données tout à l'heure, c'est-à-dire la composante gourde et dollars. Vous vous rappelez, c'est environ 62% des dépôts dollars versus la balance pour les gourdes qui provoque, je dirais, ce que j'appelle cette strangulation au niveau des gourdes, des dépôts dans le système. Donc ça pénalise les banques qui détiennent des dépôts USD importants. Donc ce qu'on réclame, c'est tout, c'est un retour aux réserves obligatoires, monnaie sur monnaie. Écoutez, on ne dit pas qu'il ne faut pas de réserve obligatoire. On comprend très bien le contexte dans lequel on évolue. On comprend très bien qu'il faut assécher des liquidités. La seule chose, faisons-le d'une manière, je dirais, disons, moins pénalisante. Les menaces. Bon, beaucoup de menaces dans l'environnement. Des menaces d'ordre politique, instabilité politique, ce n'est pas la peine d'en parler. J'ai mis élection chaque 2 ans, mais je dis non, si on a élection année ça, bon, l'autre année prochaine quand même. C'est pas possible. On ne peut pas, le pays ne peut pas vivre ces traumatismes chaque année ou chaque 2 ans. Il faut retrouver une. Donc, quelque part, je sais que les politiques travaillent là-dessus. Il faut remanier la Constitution et tenir compte de ça. C'est une urgence. Parallèlement, comme risque, il y a la grogne populaire. Le gouverneur en parlait tout à l'heure. Les risques de lock à durée indéterminée. Si on m'a été dû 1 jour, 2 jours, ça c'est presque nos limites. Les menaces d'ordre économique. Il y a un pacte de gouvernance économique et financière signé entre le ministère des Finances et la BRH. On aurait souhaité que ce pacte soit respecté. Donc on souhaite vivement. Sinon, on rentre dans la même spirale de financement monétaire, dégringolade de la gourde, l'inflation et récession économique. Donc vraiment, c'est une menace et je fais confiance aux décideurs économiques à ce niveau-là. Et le social, l'ajustement du salaire minimum, qui peut être insupportable pour certaines entreprises, tout dépend du montant bien sûr, et risque de perte d'emploi, Haïti devenant de moins en moins compétitive et bien sûr de moins en moins attractive. Mais il y a d'autres menaces. Next. Il y a des menaces de de-risking. Des menaces de de-risking, on va dire rupture ou bien contraction de relations bancaires avec l'étranger. Je fais référence au cas du Centre financier international de l'île de la Gonâve, ce qu'on appelle je donne la contraction parce que c'est quand même long, CFILG. Pourquoi je parle de ça? Pourquoi déterrer un mort? Est-ce un mort? En fait, on va voir. Acte 1. Ceci a été créé, création par décret du 9 décembre 2015. Moniteur 7 janvier, ça a été créé. Automatiquement, il y a eu une mobilisation des acteurs. Pourquoi? Parce qu'on introduisait un élément nouveau dans le secteur. C'est ce qu'on appelle l'offshore banking. Par l'abri de blanchiment de capitaux, opacité financière, c'est les risques. En dehors de la réglementation bancaire actuelle, la BRH n'est même pas visée. Menace de de-risking, voici les choses réelles pour les banques.
isolement d'Haïti suite à des ruptures de relations bancaires. Donc, les acteurs se sont mobilisés, sont montés au créneau et on est arrivé à l'acte 2. L'acte 2, donc quelques mois après, 8 mois après, l'avis du ministère des Finances, le 2 septembre 2016, pris en Conseil des ministres, suspension des activités du CIFLG. Enfin, on souffle. Non. Acte 3. Surprise, juillet 2018, la BRH lance un appel à manifestation d'intérêt. Sélectionner une firme pour la réalisation d'études de faisabilité des projets prioritaires, élaboration d'une stratégie de mise en œuvre, dont le CFILG. Est-ce une résurrection du CFILG en catimini? On va voir. Acte 4. Acte 4, deuxième surprise récente, arrêté par le moniteur du 28 mars, qui vise le décret créant le CFLG et nomme un directeur du CFLG. Directeur, je ne connais pas, c'est pas ça le point. Donc le CFLG est remis en selle de facto. Acte 5, la tragédie est en cours. Donc, Friedman qui revient à la charge. Most of the energy of political work is devoted to correcting the effects of mismanagement of government. On fait beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie pour corriger des choses qui ne sont pas forcément good management. Next. Bon, alors maintenant, opportunité, j'ai voulu quand même parler un petit peu de l'inclusion financière sans trop. Est-ce qu'il y a une opportunité là puisqu'on a parlé des menaces quand même, il faut parler, est-ce qu'il y a beaucoup d'opportunités? Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais je vais quand même attirer l'attention sur la création de cette plateforme qui a été créée entre l'APB, des associations de caisses populaires. Il y en a, je pense, qui étaient présentes mardi passé, et lors du cocktail d'inauguration, les opérateurs de réseau mobile. Il s'agit de stimuler, d'élaborer un plan stratégique, de stimuler la création de richesses à travers des services basés sur la technologie. Donc, ce qui est intéressant, ça peut paraître un petit peu brumeux, mais en fait, c'est une plateforme intéressante qui va permettre d'adresser des points. Next. Et ces points, c'est les points qui sont des contraintes à l'inclusion financière. J'en ai parlé, les questions de documentation. Donc, en fait, les acteurs vont se mobiliser pour dire, attention, ces points-là, on doit. Donc, ça, en fait, ça va être comme un groupe de pression. Enfin, bon, je m'étends un peu, mais disons, un groupe qui va permettre d'adresser ces points-là. Par exemple, la limitation est trop restrictive sur la balance, ce qu'on appelle les transactions qu'on fait, les banques à distance, les comptes de banque à distance. La balance est à revoir, ça on va revoir avec la BRH. Je ne pense pas que ça va être un grand obstacle. Les comptes actuellement ne sont qu'en gourde. Donc les bénéficiaires de transfert qui veulent garder leur argent en dollars ne sont pas totalement entichés. Donc il faut revoir ça. Donc je sais que ce n'est pas évident pour nos régulateurs, mais il faut adresser le point. Sinon, ça part et on va en désintermédiation. On va poser aussi la question de l'interopérabilité des acteurs, entre les banques et les opérateurs, entre opérateurs et de monnaie mobile, etc. Et puis aussi, on va poser la question de la législation haïtienne, les faiblesses en matière de transactions. Donc, en fait, tout ceci, ce sont des contraintes à l'inclusion financière. Et alors, contraintes, je veux dire, au développement de l'inclusion financière, parce qu'actuellement, c'est déjà en développement. Mais ça peut se développer davantage. Actuellement, la plupart des banques, enfin les banques qui sont concernées vraiment, qui investissent en la matière, c'est surtout au niveau, je dirais, des dépôts, etc. Mais on peut utiliser aussi ce mécanisme et les mécanismes, je dirais, d'accès à un plus large segment de la clientèle à travers, pour les prêts, même pour les assurances et pour les transactions bancaires qui existent déjà. Perspective, le soutien international. Bon, c'est bon d'en parler. Je pense que l'accord FMI, MEF, BRH, MEF, c'est le ministère des Finances. C'est important d'en parler parce que ça va permettre d'ouvrir, je dirais, une fenêtre internationale. Ça va permettre à d'autres acteurs d'être plus actifs avec Haïti.
bien que ce n'est pas encore, je dirais, tout à fait en route, mais on y est dedans. C'est donc la facilité d'élargie de crédit, le FEC, de 229 millions de dollars sur 3 ans à 0%. Je vous dis, ce que je résume, c'est un appui à la bonne gouvernance, lutte contre la corruption. Il y a un volet social, protection sociale pour les plus vulnérables. Il y a aussi le volet réduction du déficit budgétaire, parce que ça, c'est un point qu'il faut adresser. Et je sais que ça fait partie c'est une préoccupation du gouvernement et du FMI. Et tout ça, c'est pour dire, et c'est pour amener, je dirais, l'État à avoir plus de discipline fiscale. L'indiscipline fiscale, on a vu ce que ça a donné tout à l'heure. Et le dernier slide. Oui, bien sûr, que ce soutien international, avec le FMI, c'est une chance pour redresser la barre. Alors, saisira-t-on cette opportunité? Je dirais, j'espère qu'on saisira cette opportunité. Croissance des transferts. Vous savez, les transferts, c'est la matière grise qui est à l'étranger. C'est nos compatriotes qui travaillent pour une large portion. On a vu 1 500 000 bénéficiaires chaque mois. En fait, c'est la première ressource d'Haïti à l'export. 3,2 milliards de dollars au cours de l'année 2018, 18% de croissance year over year, and still growing. Le vrai soutien à l'économie. Et je vais conclure, je termine par cette pensée de Thomas Sowell. C'est un économiste américain, toujours encore vivant, qui a écrit plus d'une 40aine de livres. Je vous invite à lire un de ses livres, c'est sur Internet et tout. La règle numéro 1 de l'économie, c'est la limitation des ressources. On sait ça déjà, scarcity. Il n'y a jamais suffisamment de quoi que ce soit pour satisfaire tous ceux qui en veulent. La règle numéro 1 de la politique, c'est d'ignorer la règle numéro 1 de l'économie. Je vous remercie.